Je dis bonjour à tous les coachs qui sont là, à toute la communauté de iLead. Et vous savez, je suis toujours très honoré quand je me retrouve sur ce plateau, dans cette communauté et surtout pour partager ma petite expérience. Et je dis toujours que parler de iLead est aussi jouissif que ses offres sont alléchantes. Dans cet écosystème, propose des processus de transformation révolutionnaire. Et on pourra d'ailleurs s'inspirer de cette organisation pour étayer le thème du jour. C'est donc l'occasion pour moi de magnifier ici le visionnaire de cette grande commission. J'ai nommé le Master Coach Raphaël Diné. C'est quelqu'un d'inspirant qui montre qu'avec une vision, un travail intelligent et acharné, et puis surtout une détermination, on peut bâtir un empire. Euh, je ne vais pas me déroger à, à cet exercice pour faire également une fleur à toute l'équipe qui déploie énergie, talent, valeur pour assurer un meilleur accompagnement pour l'atteinte des objectifs de tous et de chacun. Donc, je suis honoré aussi par ta présence. Quand je dis ta présence, je suis Bantou, j'aimerais qu'on se sente beaucoup plus proches les uns les autres, surtout que le sujet aujourd'hui, c'est un sujet qui nous intéresse au premier niveau, c'est-à-dire que nous allons parler de la clientèle. Et une clientèle, c'est celle où il faut suffisamment de proximité. Donc, je vais plus fonctionner par tutoiement pour parler à une personne, pour parler à un cœur, parce que j'aimerais parler à chacun de façon particulière. Donc, je suis honoré aussi par ta présence en ce jour, euh, à ce brunch dominical autour du thème, coach Serge l'a déjà annoncé, l'expansion de l'entreprise. Quelle stratégie pour agrandir ton, ton entreprise? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais quand même dire un mot sur le leadership et l'entrepreneuriat. Nous savons tous que l'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et à la croissance de la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de la valeur ajoutée. Mais on ne saurait parler d'entrepreneuriat sans parler de leadership. Pourquoi? Parce que, un, tout, bien ou mal, dépend du leadership. Deuxièmement, tout entrepreneur doit être un bon leader, sinon il deviendra un dealer. Et c'est malheureusement le cas dans nos sociétés respectives. Troisièmement, le leadership est la capacité de définir clairement une vision pour les entreprises et de motiver les gens à la réalisation, euh, à les réaliser. Donc, les véritables leaders ont une bonne connaissance de soi, une passion pour leur travail, l'esprit ouvert. Et vous allez comprendre davantage parce que l'une des choses pour accroître son entreprise, c'est qu'il faut que nous ayons l'esprit ouvert. L'esprit ouvert est une capacité d'adapter leur style de gestion à leur équipe. Donc, en fait, ici, on doit œuvrer pour plus de leaders et moins de managers. Donc, euh, j'ai vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup, nous sommes une communauté qui est assez forte et des gens qui sont des États-Unis, qui sont partout au Kenya et tout le reste. Et ce n'est que par l'entrepreneuriat que nous allons vraiment sortir de l'ornière. Et Dieu merci, on a commencé déjà. Chacun de nous essaye d'apporter sa pierre à l'édifice. Et et je vais revenir, je vais dire bonjour aux gens il y a notre frère Norbert qui est là-bas en RDC. Mbote Nayo. Euh, Mbote Ndekonangai. ndeko Joseph, mbote ndeko Joseph. Ndengenini. Malamu kaka yo ndeko koyoka yo esali ngai esengo. OK. Et ceux qui sont Pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili,
J'ai voulu dire que vous entendre, ça me fait du bien. Voilà. Ouais, justement. Et ceux qui sont au Kenya là-bas, Jambo au Kenya, euh, à quoi bah, nos frères de la ère de la Côte d'Ivoire. Ok, on dit Caribou. Caribou. Ok, merci. D'accord, c'est aussi ça. Ok. Alors, nous allons parler de l'expansion. Nous allons donc parler de l'expansion de l'entreprise. Et pour parler de l'expansion de l'entreprise, il faut que nous comprenions déjà ce que c'est que l'expansion. L'expansion d'une entreprise, c'est l'étape à laquelle une entreprise connaît une croissance. C'est le moment où l'entreprise recherche de nouvelles façons d'augmenter ses profits. Et je veux surtout dire ici que ça n'a rien à voir avec le fait qu'on ait une petite ou une grande entreprise. Lorsqu'on veut s'accroître, on tient seulement compte de la taille. Et si on est une petite entreprise, c'est question de passer à une grande. Et je dis donc que la croissance a la capacité de stimuler les ventes. Et ton entreprise peut être en mesure de promouvoir ses produits ou ses services auprès d'un public beaucoup plus large, en réalisant de plus grandes économies d'échelle, en vendant à plus de clients. L'entreprise peut réduire les coûts unitaires. De plus, elle va forcément, en parlant d'économie d'échelle tout à l'heure, elle va faire plus de profit, donc finalement un résultat beaucoup plus intéressant. J'espère qu'on va revenir là-dessus sur, un peu plus loin. Mais l'expansion ne soulève pas seulement que des avantages. L'expansion a également un côté sombre, un côté gris, c'est-à-dire que quelques problèmes. Et le premier problème qu'on rencontre dans l'expansion de l'entreprise, c'est le problème financier. Euh, on va en parler. Il y a une gestion inadéquate de la structure. Il y a l'instabilité comme troisième point, donc comme troisième problème. Mais surtout, il y a un problème qui est intéressant ici, là, la résistance au changement. Nous disions tout à l'heure que un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a la capacité d'abord, c'est un leader, et en tant que leader, le leader, c'est celui qui a la capacité d'amener les choses au changement, qui a la capacité de prendre les choses là où elles sont pour les amener là où elles doivent être. Donc, si un entrepreneur n'est pas un leader, un véritable leader, il a cette résistance-là au changement. Et je vais m'appuyer ici sur un cas très illustratif. C'est le cas de Kodak. Il y a le cas avec Ford, Henry Ford, mais je vais plus parler du cas de Kodak. Le patron de Kodak, à un moment donné, était résistant au changement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Kodak était le leader mondial, pardon, Kodak était le leader mondial de, de la photographie. Et à un moment donné, avec l'évolution du temps, un de ses collaborateurs vient lui dire, écoute, boss, il faut que nous passions à autre chose parce que maintenant, la photographie ne se fait plus comme avant. C'est plus mécanique. Aujourd'hui, on entre au numérique. Il a dit, il est le leader du monde. Conséquence, son collaborateur l'a quitté. Ils ont développé un truc à côté. Et puis, Kodak est mort. Kodak n'était plus. Parce il y avait un problème, il avait un problème, une résistance au changement. Alors, un véritable entrepreneur qui veut accroître son entreprise ne doit pas résister au changement. Et on va davantage développer lorsqu'on va commencer à parler des conseils ou des stratégies. En somme, l'expansion de l'entreprise est un game changing qui intègre, un, l'aspect culturel, deux, l'aspect stratégique, trois, l'aspect économique et même aussi, en certaines positions, l'aspect culturel de l'entreprise. C'est un changement de paradigme et l'arrimage à une nouvelle donne. C'est le passage du micro à la macro au macro management. Donc, chaque fois on veut progresser, il faut qu'on se donne les moyens pour cela. Et c'est ces moyens-là qu'on va donc scruter maintenant à travers les quelques conseils pour accroître ton entreprise.
J'ai recensé 5. Je n'ai pas la prétention euh, de tout donner ici parce que il y a tellement de conseils, mais je donne quand même ceux que je pense être nécessaires, pouvoir apporter un plus à chacun de nous qui veut apporter un changement, une croissance à son entreprise. Donc, le premier conseil ici, la première stratégie, c'est il faut systématiser ton entreprise. Qu'est-ce que j'appelle systématiser? Ton entreprise a désormais besoin d'un système et non plus d'une personne. Donc, il n'est point besoin que tu sois là pour que ton entreprise fonctionne. Il faut installer un système qui permet que, avec ou sans toi, l'entreprise peut fonctionner. Et on voit ça un peu, c'est l'exemple des franchises. La plus grande franchise que je vais citer ici, là, c'est McDo. Si vous connaissez le chiffre de McDo à la minute, mais McDo ne travaille plus. Il a mis juste, il a commencé un business et puis après, il a installé des franchises. Et aujourd'hui, partout où tu arrives, c'est le même McDo qu'on voit partout, que ce soit en France, que ce soit en, aux Émirats arabes, que ce soit aux États-Unis. On a le même goût. Donc, l'entrepreneur d'aujourd'hui doit pouvoir être capable de construire plutôt un système, et un système qui commence à travailler pour lui. Et lui, il va travailler beaucoup moins. C'est la première chose. Et pour cela, il y a 3 étapes. La première étape, c'est avoir une vision board. Vision board ici, c'est en fait une sorte de guide de fonctionnement qui va te servir de boussole. Tu ne peux pas fonctionner sans un tableau de bord. Et ce tableau de bord, tu dois pouvoir l'écrire et l'afficher quelque part où il est toujours visible chez toi ou dans ton bureau et que tu le consultes tout le temps. Et surtout avec des deadlines. Parce que tu vas te dire, je dois je dois faire cette étape, je dois réaliser ce projet, je dois réaliser telle autre étape. Et on se donne des deadlines pour cela, au point où, lorsqu'on n'arrive pas, on va quand même s'arrêter pour faire une certaine évaluation. Donc, après le vision board, il faut définir un business model et un job description bien élaboré. Le business model, c'est ce travail-là qui te permet de savoir comment tu vas gagner de l'argent dans ton business. C'est-à-dire cette partie de ton business plan qui est fortement intéressante, qui permet de comprendre comment tu dois gagner de l'argent et quelles sont les stratégies que tu vas utiliser pour cela. Et puis maintenant, un job description bien élaboré parce que le problème que nous avons très souvent, c'est qu'on n'a pas the right man on the right place. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, parce que on fait beaucoup de choses par, comment je dis ça, par sentimentalisme, et on n'arrive pas à, à faire des choses comme un véritable businessman. Et je le dis parce que moi, j'ai été victime de cela. À un moment donné, je faisais des choses juste pour plaire. Donc, on ne recrute pas les gens pour travailler, on recrute les gens pour apporter un résultat. Et c'est ça, l'entrepreneur doit le comprendre. Ne recrutez jamais personne parce qu'il va venir travailler, mais recrutez quelqu'un parce qu'il va apporter des résultats. Et naturellement, la conséquence de celui, en fait, celui qui apporte des résultats est forcément en train de travailler. Mais il y a des gens qui passent 8 heures au travail, mais il y en a qui font 8 heures de travail. Et c'est ceux-là dont on a besoin. On n'a même pas besoin des gens qui font 8 heures de travail. Ils peuvent faire 5 heures et être très efficaces. La, la troisième chose ici, c'est adopter des méthodes de management moderne. Alors, pour la première méthode de management moderne, c'est le investir plus que jamais dans la formation de, de tes équipes, de tes collaborateurs et miser sur un management participatif plutôt que management directif. Le management participatif a ceci de particulier que il permet à tout le monde, en fait, on tient compte de tout le monde. Tout le monde a son mot à dire. C'est pas un truc vertical où l'ordre vient seulement d'en haut
et c'est ce que j'appelle ici management directif. Dans le management participatif, on tient compte de tous les avis. Et je crois que c'est même souligné après. La deuxième méthode de management moderne, c'est avoir une grande capacité d'innovation et d'anticipation, à l'instar des startups à succès. Pourquoi je parle ici d'innovation et d'anticipation? Euh, je reviendrai là-dessus sur un point, je pense le troisième conseil. Un entrepreneur est celui-là qui doit regarder les choses dans son environnement, qui doit connaître son environnement et puis avoir la capacité d'apporter une solution, c'est-à-dire que d'anticiper quelquefois sur ce qui va arriver. Il voit l'évolution du temps et puis il se dit, OK, il y a telle façon de faire. D'ici 2, 3 ans, on n'aura plus besoin, par exemple, euh, des voitures, je vais dire n'importe quoi, on n'aura plus besoin de voitures à essence, ou alors ce sera beaucoup plus des voitures hybrides. Et dès maintenant, on peut commencer à investir sur ce projet-là et regarder ce qui va anticiper sur ce qui peut arriver. Et je le dis ici parce que moi, par exemple, avec mon équipe, on est en train d'investir sur un projet, le projet de la bourse de fret. Ce projet, c'est la bourse de fret, c'est quoi en fait? C'est la mise en relation entre les importateurs et les camionneurs. C'est parce qu'on s'est rendu compte du fait que, et j'ai été confronté à ce problème plusieurs fois, les gens, pour trouver un camion, ils avaient beaucoup de problèmes. Tu pouvais passer 2, 3, 4, 5 jours pour trouver un camion. Alors, nous, on cherche la solution pour vous. À partir d'une plateforme digitale, vous pouvez venir cliquer, faire votre réservation. Nous, on négocie tout pour vous. Et puis, on vous amène juste les deux parties à signer un contrat. Et ça fait plus de rentabilité pour tout le monde, que ce soit pour nous ou bien pour le client et même pour le camionneur. Donc, nous sommes donc en train d'anticiper. Je pourrais revenir là-dessus plus tard. La troisième méthode de management euh, moderne ici, c'est de prendre les idées de tout le monde, mais vraiment de tout le monde, surtout les idées des clients. Et on va parler davantage pour le client, parce que le client est le nerf même de l'entreprise. C'est le client qui fait l'entreprise, c'est pas l'entrepreneur. Donc, il faut prendre les idées de tout le monde, mais surtout les idées des clients, parce que c'est le client que nous voulons satisfaire. C'est lui qui est notre joker. C'est lui qui nous intéresse. Et sans client, notre entreprise n'a pas de raison d'être. Donc, et il ne faut pas seulement tenir compte des cadres dirigeants ou bien des managers, parce qu'on se dit, bon, c'est eux qui sont à la tête de l'entreprise. Mais vous savez, quelquefois, un cadre, bien que étant dans l'entreprise, étant présent dans l'entreprise depuis la création ou bien depuis longtemps, il n'a pas forcément une vision client en adéquation avec la réalité du marché et des évolutions. Donc, et quelquefois, celui qui a la réalité, c'est même pas le chef de bureau, ça peut être quelqu'un qu'on néglige très souvent parce que lui, il est en contact, ça peut être même le commercial, parce qu'il est en contact avec le marché et il sait, il va vous dire ce qu'il y a. Maintenant, c'est là peut-être que les managers peuvent entrer en jeu pour commencer à les analyses et puis proposer des stratégies. Alors, après avoir dit cela, nous allons parler ici maintenant. Je dis le deuxième conseil pour accroître ton entreprise, c'est investir dans l'amélioration de ta relation client. Et, et je pense que c'est le point le plus important. Il faut placer le client au centre de tes préoccupations. Il y a une étude de la Harvard Business School qui nous renseigne qu'une augmentation de 5% du taux de fidélité peut augmenter ton profit de 25 à 95%. Une augmentation de 5% de taux de fidélité de ta clientèle.
peut augmenter tes revenus à 25 à 95%. Ça, c'est une étude de la Harvard Business School. Mais pourtant, il nous a aussi démontré dans cette étude, dans une autre étude, que les entreprises perdent 10% de leur clientèle chaque année. C'est-à-dire que 10%, chaque entreprise perd 10% de sa clientèle chaque année. Et on peut être étonné de se poser la question, mais comment, si on perd 10% de la clientèle et qu'on a seulement gagné 5%, on a plus de résultats. Donc, justement parce que, on en parlera tout à l'heure, il y a une force. Lorsqu'on a gagné un client, et chaque client est en mesure de faire gagner plusieurs. Et il faut simplement fidéliser la clientèle qu'on a, déjà la clientèle qu'on a maintenant, pour penser à avoir, à grandir, à grandir son marché. Donc, et pour cause, qu'est-ce qui fait que nous perdons les clients? Il y a une communication insuffisante, il y a un suivi clientèle aléatoire, il y a des appels inexistants. C'est-à-dire que cette relation client-là, elle est inexistante. Il y a les relances sans réponse, mais surtout, alors là, c'est l'une des choses qui nous tue, un service après-vente déficient. Le service après-vente, très souvent, il est déficient ou encore une expérience client désastreuse. C'est-à-dire, il ne sert à rien de vendre lorsqu'on n'est pas sûr de, de, d'assurer un service après-vente. Et les clients sont tellement exigeants. Si tu as 1000 clients, tu as 1000 comportements à gérer tous les jours. Et c'est pour ça que tu dois être un homme qui se contient suffisamment. Tu dois être un leader qui a une grande capacité de contenir ses émotions et ses énergies. Donc, le service après-vente, lorsqu'il est déficient, tout de suite, tu commences à perdre ta clientèle. Parce que les gars qui reviennent, ils veulent être satisfaits. Il est même quelquefois que tu n'as pas la solution, mais l'accueil, la qualité de l'accueil, cette relation que tu as avec ton client permet que le client se sent considéré et puis il ne tient même plus compte de la réclamation. Donc, c'est des choses que nous mettons souvent de côté. Et malheureusement, sous d'autres cieux, je vais dire, heureusement, sous d'autres cieux, les gens, ils ont compris ça. Et même ici, quand quelqu'un a compris, dans nos pays en Afrique, quand quelqu'un a compris le bien fondé de valoriser, de valoriser sa clientèle, il fait, il a plus de succès. Donc, il y a donc ce service après-vente déficient et puis il y a une expérience client désastreuse. Alors, une relation client de qualité est pourtant un avantage concurrentiel. Lorsque tu gères bien tes clients, même tes concurrents peuvent, ils crament. Et c'est aussi le moteur principal de la croissance pour les champions. Et ici, là, je vais vous étonner. Pourtant, on va parler des choses, on va parler du numérique, du digital. Mais le téléphone arabe, dans la recommandation, le bouche à oreille, qui fait que tes clients vendent à tes clients, demeure la meilleure publicité qu'on puisse avoir. Mais pour que le client vende à tes clients, il ne vend pas parce qu'il prend euh, tes marchandises. Il vend simplement parce que toi, tu l'as bien traité et lui il va recommander tes produits aux autres. C'est lui qui commence à faire ta publicité que tu ne payes même pas. Il dit non, écoute, Serge, je te dis, il y a telle boutique là-bas ou bien il y a telle entreprise qui gère très bien ses clients, qui fait ceci, c'est les meilleurs. Et chacun, par curiosité, parce qu'on aime tout ce qui est bien fait, et puis les gens aiment aussi ce qui est nouveau, ils vont tout de suite et de fil à aiguille, ça va s'embraser. Donc, le téléphone arabe est encore très efficace parce que les clients se mettent à faire le travail à notre place sans qu'ils ne soient payés. Mais il faut qu'ils soient déjà considérés. Euh, la deuxième chose ici pour investir dans l'amélioration de ta relation client, c'est d'aligner l'expérience client avec le marché.
Alors, ici, qu'est-ce que je veux dire? Au-delà de la qualité des produits de ton entreprise, que ton entreprise propose, c'est la manière dont le client est traité qui fera la différence. Et j'ai envie de te dire qu'il y a les clients qui, quand on appelle un client par son nom, il se sent estimé, il sent qu'il est dans la maison. C'est-à-dire, lorsqu'un client entre et que tu l'appelles par son nom, ou même au téléphone, on sait que c'est lui. Tout de suite, on gagne son cœur. Parce que il y a l'aspect psychologique dans la vente et c'est même ça qui compte le plus. Donc, il y a cette manière de traiter le client qui fait toute la différence. Les entreprises telles que Amazon, Alibaba, Spotify ou Uber, je parle beaucoup plus de celles-là parce que nous les connaissons toutes. Je ne vais pas parler d'une entreprise camerounaise, peut-être parce que mon frère, euh, le coach Nobel, peut-être ne se retrouvera pas. Mais je parle des entreprises que nous connaissons tous. Amazon, Alibaba, Spotify, Uber, ont prouvé que placer le client au centre des décisions afin qu'il vive une expérience inoubliable est une des clés de la réussite et le moteur de leur croissance. Se focaliser sur le client, anticiper sur ses attentes. Il faut anticiper sur les attentes du client. Qu'est-ce que j'appelle ici anticiper sur les attentes du client? Imagine que tu as une épicerie et tu as remarqué que ton client, toutes les 2 semaines, vient acheter une boîte de lait. Mais il y a une possibilité maintenant de commencer à lui livrer ça à la maison parce qu'on sait qu'il est. Et puis, quand le gars sait qu'on peut venir me livrer à la maison, alors qu'il cherchait comment le faire, peut-être en temps de pluie ou bien il est tellement occupé. 2 semaines après, lorsqu'on ne l'a pas vu, on peut le relancer d'une manière ou d'une autre. Et on anticipe sur ses besoins. J'ai pris un cas, hein, il y a plusieurs cas comme cela. On anticipe sur les attentes du client et on le transforme en véritable ambassadeur de la marque que nous vendons. Donc, euh, c'est là les trois dont j'ai dit, se focaliser sur le client, anticiper sur ses attentes et le transformer en ambassadeur sont là les trois enjeux majeurs de notre quotidien, du quotidien d'un bon entrepreneur, surtout un entrepreneur qui veut euh, la croissance de son entreprise. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus, ils sont plus que jamais à la recherche de la personnalisation. Ils veulent se sentir écoutés, choyés, avoir l'impression qu'on s'adresse à eux directement. Et, et je vous assure, faites cette expérience-là. D'abord, nous sommes tous comme cela. Lorsqu'on nous traite mal, on veut tout de suite partir. Permettez que je nous raconte une histoire. Je suis parti une fois à un... euh, nous sommes partis à un snack une fois et on devait nous servir. Et pendant qu'on est là, on appelle la serveuse qui était là et elle nous répond carrément qu'elle mange. C'est-à-dire que c'était terrible. Elle dit qu'elle mange, elle n'a pas mangé depuis le matin et elle est sérieuse quand elle le dit. Ben, j'ai jamais vu une telle bêtise. Et ben, mais nous, on n'a rien à foutre si, passez-moi l'expression, si elle a mangé ou qu'elle n'a pas mangé. La véritable raison de son travail, sa véritable raison, là, c'est qu'il y a des clients. Et d'abord, on ne devrait pas savoir si elle mange, on ne devrait pas la voir en train de manger. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et quand tu traites un client comme ça, là, tout de suite, quand on se levait, il y a des gens qui se levaient aussi pour partir. Et donc, si tu n'as pas la possibilité de retenir ton client, d'avoir une expérience particulière avec lui, eh bien, le client, il va partir. Donc, les clients veulent se sentir écoutés, choyés, avoir l'impression qu'on s'adresse à eux directement. Donc,
Et la question que je te pose, est-ce que tu le fais avec ta clientèle? Alors, ton entreprise doit donc s'adapter au changement des habitudes d'achat et des clients. Le troisième conseil que j'ai à donner, c'est développer ton business en adoptant une stratégie digitale. Alors, le digital aujourd'hui est incontournable, mes chers frères et sœurs. C'est incontournable. Le digital est devenu une évidence. Il n'y a plus de choix. Je disais tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai dit, on peut être étonné. Je disais tout à l'heure que le téléphone arabe est la méthode la plus efficace, mais je vous assure que le digital est incontournable. D'ailleurs, lorsque ton client est rentré et qu'il a fait le téléphone arabe auprès de ses connaissances, mais chacun devra utiliser le digital pour faire connaître le produit ou alors pour partager. Et là, tu as recruté là. Hein? Parce que moi, j'aimerais déclarer à mes deux parents. Donc, Voilà. tu as. Coach Bertrand, vous êtes muté. Démutez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes muté. Ah, d'accord. OK, je disais que le, le digital aujourd'hui, il est incontournable et on n'a plus de choix. Donc aujourd'hui, mais il faut savoir une chose, hein. Cependant, il faut faire la différence entre animer une page Facebook et puis avoir un véritable contenu ou avoir déployer une véritable stratégie digitale. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme ils ont une page Facebook, qu'ils peuvent animer une page Facebook, c'est suffisant. Non, le digital, c'est tout autre chose. Et quand on parle de digital ici, il faut, euh, euh, il faut recruter les experts. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, le community management, qui font ce travail. Mais il y a des gens, quelquefois le community management lui-même, il est dans les stratégies qu'on sort, mais on peut engager également les, les copywriters, parce que lui, c'est son truc. Le gars qui te met le contenu, qui écrit les textes et tout, et tout cela se paye. Et donc, il faut forcément investir suffisamment dans, euh, dans la communication. Donc, il y a donc ces deux. Aujourd'hui, les méthodes d'hier sont devenues obsolètes. Elles sont vraiment totalement obsolètes. Il est de plus en plus difficile d'être vu par ton audience avec la qualité du contenu, surtout avec tous les contenus qui sont en ligne. Si c'est seulement ce que toi tu proposes là, vraiment, ce n'est plus suffisant. Donc, ceci dit, le marketing d'attraction séduit toujours car il n'a pas cessé de montrer son efficacité. Et quels sont les avantages du marketing d'attraction? C'est un meilleur retour sur investissement. Et pourquoi un retour sur investissement? Je l'ai dit un peu plus haut, l'accroissement de ton portefeuille clientèle entraîne inéluctablement une augmentation de la production qui entraîne à son tour une baisse, euh, une baisse de coût de production et qui provoque forcément une économie d'échelle. Je vendais peut-être 1000 produits par mois à un coût élevé, mais comme j'ai plus de clientèle, je peux vendre maintenant, je vais vendre 5000, 6000 produits à un coût plus bas. Mais je sais que c'est dans l'économie d'échelle que je fais mon chiffre. Je n'ai pas plus besoin de vendre trop cher, mais j'ai besoin d'avoir la masse qui me permet d'accroître mon chiffre d'affaires. La deuxième chose, c'est la réduction du coût d'acquisition client. Là, tu crées toi-même ta machine à générer des prospects qui sont qualifiés et, et puis qui peuvent, parce que chaque prospect, c'est-à-dire qu'il faut passer de prospect à devis, de devis à la commande, donc à l'achat.
Donc, on doit faire des choses telles que le prospect ne devient plus simplement un prospect, mais il devient un véritable, un véritable cheval de course, un cheval de base sur lequel on peut miser. Donc, on ne le prend plus comme... on doit le traiter aussi comme un client parce qu'il en a besoin. Il a besoin de cela. Et ici, ça implique forcément qu'on mette ensemble le marketing euh, offline et online parce que les deux sont nécessaires pour vendre davantage et apporter la solution que tout le monde attend. Et il y a surtout une chose il faut savoir. Certains n'ont peut-être pas encore entendu parler du smarketing. Smarketing. Smarketing, ça vient de sales et marketing. Donc, il faut allier ces deux services, le service commercial et le service marketing. Ils doivent forcément travailler ensemble. Généralement, on a vu dans beaucoup d'entreprises où le service marketing à part, le service communication à part. Ici, il faut tenir compte des deux parce qu'ils sont étroitement liés et ils vont produire plus de résultats. Et on ne parlera donc plus du service marketing ou bien de service marketing et commercial. Ici, on parle de, c'est un néologisme qu'on a trouvé. On parle de marketing. Donc, c'est désormais à la mode aujourd'hui pour tous ceux qui veulent grandir. Le quatrième conseil, c'est d'investir sur soi. Alors là, c'est quelque chose que beaucoup de gens, sur laquelle les gens passent quelquefois assez rapidement. Qu'est-ce que j'appelle l'investissement de soi? Le succès, je dis d'abord que le succès n'est pas une chose derrière laquelle on court. C'est une chose qu'on attire vers soi. Et en d'autres termes, pour avoir une entreprise à succès, il faut être un entrepreneur à succès. Donc, ceci passe par la formation personnelle et l'amélioration de l'image de soi. Tu ne peux pas vouloir une grande entreprise et rester dans les mêmes canaux, dans les mêmes canons, dans les mêmes habitudes qu'avant. Je connais quelqu'un dans une entreprise où j'ai sous-traité à un moment donné. Lorsqu'il devait gagner, il avait un marché, il avait le marché à Orange Cameroun de 700 millions, non, 1 milliard de l'année. Et il avait un marché aux brasseries de 700 millions. Mais pour avoir son marché aux brasseries, c'est son oncle qui devait l'introduire. Et le monsieur venait, il est venu voir son oncle avec une Carina E. Et son oncle lui dit que, mais attends, toi tu viens postuler pour des choses sérieuses et tu me ramènes une voiture comme celle-là. C'est pas dit, en fait, c'est pas encourager les gens à faire du bling-bling, mais je veux dire que l'investir sur soi est important. Et son oncle lui a dit, pour que tu sois sérieux et parce qu'en fait, le jour où tu vas présenter ton projet, tu vas le défendre devant une commission, il faut bien que tu donnes une bonne impression. Donc, va te débrouiller et puis tu reviens et tu verras. Et le gars allait se débrouiller. Et il a eu une Mercedes, il a changé sa façon de se présenter. On n'est pas obligé d'être en costume forcément. On peut s'habiller en tenues africaines qui sont d'ailleurs des tenues qui sont très belles. On peut s'habiller, on peut avoir une belle chemise, mais savoir agencer les couleurs et tout le reste. Donc, il faut investir sur soi. Le gars est revenu, il a eu ce marché et il a travaillé avec les brasseries pendant longtemps et il gagnait beaucoup d'argent. Pourtant, c'est quelqu'un qui avait qui ne faisait pas un chiffre d'affaires de 200 millions toute l'année avec toutes ses entreprises. Mais les brasseries seules lui donnaient 700 millions parce qu'il a investi sur lui-même. Et l'accroissement de l'entreprise tient compte de tout cela. Mais elle tient également compte d'une autre chose. Toi, entrepreneur, tu dois sortir de ta zone de confort. Et j'aime souvent dire que nous sommes très inconfortables dans notre zone de confort. Ce qui permet à l'entrepreneur de sortir de sa zone de confort, c'est qu'il faut qu'il commence à, à voir les choses en dehors de la boîte. L'entrepreneur ne peut pas être figé, il ne peut pas être resté là, à ne pas voir
à continuer à voir les choses comme tout le monde. Non. Mais regardez, je vais convoquer ici une chose. La nature. La nature nous a montré que Dieu a tout créé. Il a créé, par exemple, il a créé les arbres et Dieu a créé les hommes. Mais pour faire la chaise, pour faire le reste, c'est pas Dieu qui vient faire. Mais c'est parce que tu es là et que tu sais que tu veux maintenant. Tu as l'intelligence nécessaire pour faire la chaise. Ça, c'est un. Deux, euh, j'entretenais des jeunes une fois et je suis parti avec un noyau d'avocat. Et je leur ai demandé, quand je leur montre le noyau d'avocat, qu'est-ce que je tiens entre mes mains? Ils me disent le noyau d'avocat. Et je leur demande, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Ils se regardent et ils me disent le noyau d'avocat. Je dis non, ça, il y a un problème. On ne peut plus continuer à avoir le noyau d'avocat. Il faut commencer à avoir un avocatier. Et c'est justement les entrepreneurs d'un certain niveau qui vont commencer à avoir un avocatier. Mais un entrepreneur à succès, un entrepreneur du futur va commencer à avoir un verger d'avocatier parce que chaque avocat est un avocatier. Donc, il faut commencer, il faut changer sa façon de percevoir les choses. Il faut changer sa façon de voir les choses en se disant que chaque problème dans notre société est une opportunité d'affaires. Et ce n'est que comme ça que tu peux commencer à grandir. L'accroissement de ton entreprise ne va pas tenir compte de tout ce que tout le monde voit, mais ce que toi, tu vois et que tu es amené à faire. Il est inconcevable que nous ayons des terres et c'est ce à quoi les entrepreneurs doivent, par exemple, commencer à réfléchir. On a des terres en Afrique, on a 60% de terres arabes et nous continuons à importer. Mais écoutez, si on parle, par exemple, d'import-substitution, par exemple au Cameroun, dans certains pays, ça veut dire que les entrepreneurs que nous sommes, on doit pouvoir anticiper. On ne peut pas parler d'import-substitution. Ça veut simplement dire que nous pouvons commencer à produire sur place. Mais qu'est-ce que nous allons produire? Regardons ce qu'on importe le plus. Je vais vous choquer un peu. Est-ce que vous savez qu'on importe le champignon au Cameroun chaque année pour minimum 25 milliards? L'importation du champignon au Cameroun. Et ça, c'est choquant. C'est vraiment choquant de savoir qu'on importe le champignon au Cameroun pour 25 milliards. Mais que faisons-nous? Est-ce qu'on ne peut pas travailler dans dans ce pan du marché? Eh bien, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, tout de suite, parce que nous sommes dans un projet pareil. Le dernier conseil, c'est le cinquième conseil, le dernier, c'est le financement. Euh, Même si l'argent n'intervient pas en première ligne, euh, il reste néanmoins le nerf de la guerre. La question qui reste à se poser, c'est comment financer cette extension, comment financer cette, cette, cette expansion. Il y a quelques pistes qui s'offrent à nous et que je vais partager ici. La première piste, c'est la croissance organique. Qu'est-ce que j'appelle croissance organique? C'est réinvestir ses revenus, donc grandir avec ses propres profits. Le coach Serge vous disait tout à l'heure, mes valeurs, c'est discipline, détermination, action. Je commence par la discipline parce qu'en fait, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que je n'étais pas discipliné. J'ai perdu beaucoup d'argent parce que il y a des choses que je ne faisais pas. On doit être, on parle ici d'intelligence économique, mais nous devons davantage parler d'éducation financière. Et l'éducation financière nous permet de perdre de moins en moins d'argent, de savoir gérer ce que nous avons, de savoir, par exemple, d'appliquer la méthode 50-30-20 qui nous permet de savoir ce qu'on peut utiliser et de savoir serrer la ceinture pour parler trivialement. Donc, on peut réinvestir ses revenus avec ses propres profits. Donc, il y a un sacrifice à faire, il y a une discipline financière à faire forcément. La deuxième chose, c'est l'apport des tiers. L'apport des tiers ici, ça peut être le partenariat ou la fusion. Bon, je vais fusionner mon entreprise avec une autre, je vais chercher des partenaires qui vont venir prendre des parts dans mon entreprise. Mais il y a surtout le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est le financement participatif.
Il y a un projet et puis je ne peux pas le financer. Qu'est-ce que je fais? Je dis aux gens, écoutez, on va se mettre ensemble pour financer ce projet. Et on doit donc se donner une discipline pour cela. Et c'est là où je disais tout à l'heure que je vais revenir sur le champignon. Nous sommes en train de travailler sur un projet de champignon et j'ai fédéré autour de moi quelques personnes. Et tenez-vous tranquille, on ne demande pas beaucoup. On demande 150 000, c'est ce que j'ai demandé. Tu viens avec 150 000. On va commencer à faire le champignon sur 4, 6 mois parce que le kilo du champignon sec est à 15 000. Le kilo du champignon euh, frais est à 2 500. Quelqu'un m'a dit que ça pouvait aller jusqu'à 3 000. Mais en tout cas, nous, pour le moment, le marché que nous avons, on nous parle de 2 500. Donc, si nous sommes, je vais prendre un cas, si nous sommes 15 et qu'on décide de lancer, parce que c'est des champignons qu'on fait hors sol, et qu'on décide de lancer, tout de suite, le but, c'est qu'en 6 mois, chacun soit en mesure de produire pour 2 millions de francs de champignons. Ça veut dire qu'en 6 mois, personne ne perçoit rien. On se serre la ceinture. Ça veut dire, si chacun peut produire pour 2 millions, il faut que nous ayons la capacité que chacun produise. En fait, on doit produire ensemble 30 millions. Et qu'est-ce qu'on va donc faire à partir du 7e mois? C'est que tu reçois des dividendes de 500 000, 1,5 million, on remet ça dans une cagnotte et 1,5 million fois 15 personnes, ça fait 22,5 millions. Sur 6 mois, ça fait 225 millions. Je donne ces chiffres-là pour vous montrer comment on peut grandir avec une entreprise. Avec les 225 millions qu'on a fait à partir du champignon, parce qu'on ne demande même pas aux gens de venir travailler, parce que là aussi, c'est un système que nous mettons. Je disais tout à l'heure, il faut systématiser. Tu n'as pas besoin d'être là. Tu as juste besoin d'organiser les choses. Lorsque nous avons fait, on a les 225 millions au bout de 6 mois, nous pouvons lancer un business. Coach Serge vous disait tout à l'heure, nous sommes en train de travailler sur le dropshipping et transport. Et qui dit dropshipping dit entreposage, dit logistique, transport et tout ce qui va avec. Je parlais aussi de la supply chain. Donc, avec 225 millions, nous pouvons avoir un entrepôt de 150 à 160, 150, 160 millions, mais un entrepôt de 5 000 mètres carrés. Et un entrepôt de 5 000 mètres carrés, je suis en train, je vais vous choquer un peu. Il y a des entrepôts qui peuvent vous rapporter par jour minimum 12 millions. Minimum. Chaque jour, ça peut vous rapporter cela. Et vous regardez donc que vous êtes parti des champignons qui sont négligeables, mais parce que vous avez dit, vous allez faire ce qu'on appelle le crowdfunding. Chacun a apporté simplement 150 000 et commence à gagner dès le 7e mois 500. Et vous avez, au bout d'un an, vous pouvez déjà avoir un entrepôt quelque part. Le port de Kribi en a besoin, par exemple. Euh, et avec tout cela, on peut avoir le maximum. On a donc un entrepôt qui commence à produire de l'argent. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Nous pouvons nous-mêmes financer des opérations de dropshipping. On peut financer l'achat d'une flotte de camions qui va permettre de transporter des marchandises. Parce que j'ai envie de vous dire qu'actuellement, au port de Douala, c'est 350 camions qui entrent par jour. Au port de Kribi, c'est 200 camions. Mais d'ici la fin d'année, c'est 500 camions. Vous devez donc comprendre le flux en termes de marchandises qui est là-bas. Donc, il faut qu'on regarde ces choses et qu'on anticipe un peu. Donc, je parlais ici du crowdfunding pour montrer qu'on peut faire des appels des tiers et puis apporter une solution. La troisième piste qui s'offre ici, c'est l'acquisition des parts dans d'autres structures. Et on ne va pas acquérir des parts dans une autre structure n'importe comment. Il faut faire ce qu'on appelle une due diligence avant toute prise de décision. La due diligence, c'est la vérification. Tu dois vérifier, est-ce que celui avec qui, celui-là, cette entreprise-là, est-ce qu'elle n'a pas de problème? Est-ce qu'elle ne va pas tomber en banqueroute dans 6 mois? Est-ce que les gens, ceux qui sont là actuellement sont fiables? Est-ce qu'ils sont recommandables?
il faut toujours faire une due diligence avant de foncer. Parce que on peut arriver dans une entreprise, on investit, 6 mois après, on vous dit que tout est fini. Donc, il y a, 2 minutes, coach. oui, justement, je suis à la fin. Je suis à la fin. Merci. Donc, il y a l'acquisition des parts dans d'autres structures qui nécessitent forcément une due diligence. Donc, nous allons retenir en définitive que l'entrepreneuriat est un ensemble de valeurs qui prennent en compte l'épanouissement de l'homme, l'amélioration des conditions de vie de notre communauté pour une société d'excellence. Par ailleurs, il y a 3 modes de croissance pour se développer. Il y a la croissance interne, on investit dans l'entreprise. Il y a la croissance externe, on rachète des entreprises ou des parts. Et puis, il y a la croissance contractuelle, c'est-à-dire qu'on passe des alliances avec des partenaires. C'est ce qu'on appelle une alliance stratégique. Donc, c'est le petit exposé que je peux faire là sur ce sujet. J'espère que nous allons davantage échanger dans l'interaction. Et le plus